Salam alaikum, bonjour à tous et à toutes. Dans cette capsule réservée au système politique contemporain, je vais m'intéresser dans le cadre de ce premier numéro, d'abord l'introduction au système politique contemporain, puis surtout donc je vais finir par le définir et cerner le concept de système politique de manière générale. À la barakatillah, sans plus tarder, donc pour commencer, il faut qu'on définisse d'abord le système. Et donc, pour le définir, on va s'interroger sur l'origine du mot système, puis on va développer une définition. Par rapport à l'origine, concernant l'origine, donc le mot système est issu du terme grec systema, qui signifie organisation, ensemble, et c'est un terme dérivé du verbe sunissimi, donc du sens estimer, donc c'est-à-dire établir avec, et signifie mettre en rapport, instituer, établir. Donc le système, c'est vers la fin, c'est une mise en rapport, c'est une institution, ou bien c'est une organisation et un ensemble. Par extension, donc on a défini vers la fin le mot système, donc comme étant un ensemble d'éléments en interaction selon certains principes ou règles pour justement donc atteindre un objectif déterminé. Pour récapituler, donc le système, donc en fin de compte, c'est un ensemble d'éléments qui sont en interaction continue et qui visent vers la fin à atteindre un objectif déterminé. C'est pour cette raison, généralement, on qualifie le système, une organisation comme étant un système ouvert, un système finalisé, un système, bien évidemment, donc, qui est ouvert surtout sur son environnement. Alors, l'exemple, on cite beaucoup l'exemple du système d'information. Pourquoi? Parce qu'il reflète exactement donc, cette définition du système de manière générale. Voilà donc les éléments d'un système d'information, par exemple, ce sont le matériel, logiciel, personnel, données, procédures. Tous ces éléments-là se regroupent, forment un ensemble, l'interaction les uns des autres pour le finir par définir justement donc Très bien, donc comme objectif d'un système d'information, c'est d'acquérir, traiter, stocker des informations, ainsi de suite. Là, donc, maintenant, à partir de la définition qu'on a avancée, c'est vrai, donc un système, il a un certain nombre de déterminants, un certain nombre de facteurs, donc, ou bien d'éléments qui le composent, surtout qui déterminent en fait le système. Ils sont au nombre de 5. On peut distinguer entre d'abord comme déterminant la frontière d'un système, c'est la frontière du système qui fait donc qui compose entre autres ces facteurs déterminants. Ça veut dire la frontière, c'est-à-dire que c'est le critère qui explique l'appartenance ou la non-appartenance à un système. Deuxième élément, les interactions. On a dit donc on a défini toujours les éléments non docents que s'ils sont en interaction c'est donc avec son environnement, avec l'environnement d'un système, ils interagissent, mais également en interaction entre eux, entre les éléments qui composent ce système. Puis, chaque système a une fonction, c'est-à-dire qu'il est déterminé également par sa fonction principale qu'il vise à atteindre, mais également chaque système a une mission et vers la fin, chaque système a ses ressources, c'est-à-dire ce sont généralement les éléments qui le composent, les éléments, soit le matériel, logiciel, procédure, donc ainsi de suite. Toutes ces ressources-là permettent de déterminer un système. Bon, maintenant, on va passer le terme politique. En fait, la notion politique est considérée comme étant un terme polysémique qui renvoie à plusieurs choses, à plusieurs sens, c'est-à-dire donc on peut le définir sur plusieurs niveaux. Soit au sens étroit, au sens large, donc ainsi de suite. Au sens absolu maintenant, le terme politique définit comme étant l'art de gouverner une société, bien évidemment, donc en vue d'atteindre ce que l'on considère comme étant la fin suprême de cette société. Je reprends, c'est l'art de gouverner la société en vue d'atteindre ce que l'on considère sa fin suprême. Exemple, parmi les fins
suprême donc d'une société, par exemple, d'assurer donc un progrès social de cette société, renforcer la cohésion sociale dans cette société. Ce sont des objectifs, pardon, des finalités qu'on peut viser donc à travers l'exercice de la politique. Au sens très précis, la politique signifie la détermination et la mise en œuvre de moyens pour réaliser certains objectifs déterminés dans des domaines précis. On parlait par exemple de la politique de l'emploi, économique, commerciale, la politique d'approvisionnement dans les entreprises et ainsi de suite. C'est-à-dire donc au sens plus précis, au sens restreint et réduit du terme. Donc ça consiste en quoi? En d'abord la détermination et la mise en œuvre des moyens pour réaliser un certain nombre d'objectifs bien déterminés. En regroupant les deux termes donnent naissance à un nouveau concept qui est le système politique. Ça veut dire quoi? On va essayer. Donc, c'est un mode d'organisation d'un État. C'est une manière par laquelle l'État s'organise. Comme ça, donc, un système politique doit en principe contenir donc trois éléments essentiels comme étant ses composantes. D'abord, le régime politique. Deuxième élément, le système économique. Et le troisième, l'organisation sociale. Trois composantes qui définissent et qui composent le système politique. Le système politique d'un État, c'est d'abord quel est le régime politique choisi, quel est le système économique adopté et quelle est la manière par laquelle les rapports sociaux sont-ils organisés. Le régime politique signifie quoi? Donc la manière dont les pouvoirs sont organisés et exercés au sein du système. C'est-à-dire donc d'abord les pouvoirs sont-ils séparés? Ils ne sont pas séparés. La manière par laquelle sont les rapports entre ces pouvoirs, est-ce qu'ils sont en concurrence, est-ce qu'ils sont en collaboration, en coopération, ainsi de suite. Chaque régime politique, bien évidemment, donc est fondé sur la réponse à la définition, à la détermination de cette manière dont les pouvoirs sont bien évidemment d'abord organisés, mais également ils sont exercés sur un territoire. Exemple, le régime parlementaire n'est pas la même chose que le régime monarchique, n'est pas la même chose également que présidentiel, dictature, donc ainsi de suite. Alors, pour le système maintenant économique, c'est un modèle économique choisi par le pays, c'est-à-dire donc le mode d'organisation et le fonctionnement de l'activité économique. En fait, c'est un schéma d'organisation sociétale, par exemple de la production, de la distribution, de la consommation, et ainsi de suite à l'intérieur bien évidemment donc d'un territoire. Et généralement, on oppose globalement deux systèmes, c'est le système capitaliste qu'on oppose au socialisme. Entre les deux, donc, il y a un système qu'on peut qualifier donc du keynésianisme, et c'est donc de trouver donc une voie intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire faire en fait un mixage entre le capitalisme et le socialisme. Maintenant, pour l'organisation sociale, ça concerne donc les rapports entre les composants d'une société, les relations entre les citoyens, comment ils sont organisés, la relation entre le citoyen et l'administration avec le gouvernement. Tous ces rapports-là donc sont définis bien évidemment, en fonction de la manière par laquelle on a défini, on a organisé socialement le système politique en question. C'est vrai donc qu'il existe beaucoup de notions qui sont très proches les uns des autres, des fois donc d'où la nécessité de séparer les deux, séparer ces concepts-là et de faire donc nuancer un concept d'un autre. État par exemple, comme étant un élément fondamental dans le système politique. Il n'y a pas de système politique sans État et un État sans système politique. Un État donc est un concept de politique par excellence qui se réfère à une organisation sociale, économique et politique souveraine formée par des institutions qui régulent la vie d'une communauté sur un territoire délimité par des frontières. L'État au sens politique, c'est d'abord donc une organisation, ça suppose une organisation sociale, économique et politique. Mais également, ça suppose donc un territoire. Il faut un territoire, il faut également donc des citoyens. Et ces composantes sont fondamentales pour parler, et c'est donc pour parler d'un État. Dans le droit international, pour qu'un État soit reconnu,
tel, il faut, pour reconnaître un État au niveau, à l'échelle, sur le niveau de le droit international, il faut donc qu'il respecte trois conditions essentielles. D'abord, il faut un territoire, et le territoire il est délimité par des frontières terrestres et ou maritimes, tout dépend de la géographie de l'État en question. Il faut une population, c'est-à-dire l'ensemble des personnes rattachées à l'État par une nationalité. Il faut qu'elles soient rattachées par une nationalité, puis un gouvernement, et c'est l'organe qui représente l'État et applique son autorité. Alors, donc, un État est souvent désigné, il faut remarquer, il faut noter que un État est souvent désigné comme étant un pays, car leurs significations sont très proches. Le pays donc, et un État sont très proches les uns des autres. Ainsi, un pays désigne une aire géographique humaine qui constitue souvent les conditions d'un État. C'est le pays qui représente et qui constitue les conditions de l'État. Dans un pays, donc, il faut justement donc, les trois conditions dont on a parlé tout à l'heure, donc sur le territoire, la population et le gouvernement, et le pays donc, il reflète ou bien il concrétise en fait, en fait la vérification de ces trois conditions. Sauf que, bien évidemment, notamment un pays peut également désigner des régions, provinces, de dimensions variables qui ne sont pas forcément des États. Une région se trouve généralement dans un État. Ou bien parfois on peut parler d'une région qui se compose de plusieurs États. Donc du coup, donc, il faut qu'on délimite d'une manière très précise le pays, et c'est pour cette raison l'État il est plus significatif que le pays donc sur l'échiquier ou bien sur le haut niveau politique. L'État est donc composé de trois éléments constitutifs dont on a parlé tout à l'heure. Donc un élément purement psychologique et qui est la population et la nation. Ce sont deux éléments et sont psychologiquement donc importants pour qu'un État existe. Puis de la géographie, c'est de l'impossible d'imaginer un pays, donc un État sans géographie, sans un territoire, mais également il faut un élément organisationnel, c'est-à-dire un gouvernement qui organise l'État, qui est là normalement pour assurer voilà, donc le fonctionnement de cet État. Alors, sur le plan psychologique, généralement, on fait référence à la notion de la nation, le Ummah, c'est-à-dire la volonté d'un certain nombre d'hommes de vivre ensemble. C'est psychologique. Il faut normalement cette volonté de vivre ensemble entre les personnes qui composent un pays. S'il n'y a pas, bien évidemment, donc cette volonté, c'est-à-dire malheureusement, on peut se trouver avec des guerres civiles, donc avec une instabilité sur le territoire, également la difficulté de reconnaître parfois le gouvernement. Cette solidarité, c'est d'abord concrétisée dans deux groupes sociaux, famille, tribu, pour s'élargir donc à la cité, la ville, puis aux dimensions de la province et ou bien de la principauté. Donc au début, donc, on commence toujours normalement par constituer des petits groupes sociaux, famille, tribus, puis ce groupe s'élargit donc à la cité, donc pour construire des villes, et bien évidemment, donc il peut prendre également des dimensions telles que la province, la principauté, donc, et vers la fin, donc, le constitue donc ce lien d'attachement avec la terre, avec donc le développement de cette notion de la nation. À l'époque contemporaine, donc, il s'est cristallisé autour d'un sentiment national. Aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, donc c'est plus un sentiment national qui cristallise bien évidemment donc cet attachement psychologique ou bien ce concept de la nation, dans lequel donc ce sentiment national dans lequel donc se résument aujourd'hui les affinités qui rapprochent les membres de toute la collectivité, donc ils sont regroupés dans le sentiment national, dans l'hymne national par exemple d'un territoire, d'un État. La nation est un phénomène d'ordre affectif par excellence. Le Ummah, par excellence, c'est comme ça, c'est un phénomène d'ordre purement affectif, purement sentimental. Il est à préciser que la notion fait référence à une population vivant sur un même territoire et unie par une même histoire,
une même culture, langue, voire origine ethnique. Donc voilà la nation. C'est-à-dire donc une nation peut se composer de plusieurs États. D'accord. Pourquoi? Parce que dans certains États, il existe parfois ils partagent la même histoire, la même culture, la même langue, voire parfois des origines ethniques les mêmes. Parfois, une nation peut disposer d'une entité politique et qui constitue un État. On parlera généralement d'État-nation. L'État-nation, c'est-à-dire le territoire de l'État qui correspond au territoire géographique d'une même nation. Le territoire de l'État, c'est le même que le territoire géographique d'une même nation. On se compose des personnes qui ont les mêmes origines, aussi bien ethniques, linguistiques et culturelles, qui habitent sur le même territoire, comme c'est le cas, par exemple, au niveau de la France, comme c'est le cas peut-être donc au niveau d'autres, l'Espagne, au niveau d'accord, au Maroc. Au Maroc, je pense que ici donc il y a peut-être au niveau de le monde qu'on appelle le monde appelé le monde arabe, même parfois que les affinités ne sont pas les mêmes, et certes les origines culturelles et ethniques parfois ne sont pas les mêmes. Mais donc c'est-à-dire donc un État-nation pose toujours cette problématique de quoi est-ce que c'est vrai donc toujours un État-nation se compose-t-elle de les mêmes ethnies, les mêmes cultures. Parfois donc il y a une domination d'une culture sur les autres et on demande la fusion d'accord donc des micro-cultures et des minorités dans la majorité, ce qui est parfois voilà donc difficile parfois à comprendre. Alors, cependant, une nation n'est pas toujours synonyme d'un État. La nation n'est pas toujours synonyme d'un État parce que je viens de le dire. Parfois, la nation est plus large que l'État. La nation il se compose de plusieurs États. Il existe des nations sans État, malheureusement, et des nations sans État et des États dans lesquels cohabitent plusieurs nations. Un État au Maroc, par exemple, si on peut prendre le Maroc et parler, par exemple, donc de plusieurs nations, les Amazirs, par exemple, les arabophones, puis les arabophones d'origine, par exemple, des Sahraouis, donc et ainsi de suite. Plusieurs cultures qui sont différentes, mais qui habitent sur le même État. Qui habitent sur le même État. Alors, l'exemple d'école qu'on évoque toujours, c'est la nation kurde. Pour les Kurdes, donc c'est une nation sans État. Le territoire, il habite sur un territoire géographique, à cheval entre quatre pays, l'Irak, l'Iran, la Syrie et la Turquie. Pour les quatre pays, la nation kurde partage une même langue, une même culture, donc une même religion. En Europe également, il existe de nombreuses nations qui ne constituent pas d'État. Et bien que possédant donc une certaine autonomie et souveraineté, font partie intégrante d'autres États, les Catalans, les Basques, n'est-ce pas, l'Écosse, au Royaume-Uni, donc ainsi de suite. Il existe des États composés de plusieurs nations. Un exemple, comme le Royaume-Uni, composé de la nation anglaise, galloise, écossaise, irlandaise. À la Belgique, par exemple, ou la Belgique composée de la nation wallon et flamande. Alors, maintenant, deuxième élément d'ordre important qui explique ou bien qui conditionne l'existence d'un État, c'est une donnée d'ordre géographique, surtout, c'est-à-dire le territoire. C'est ce second élément, donc, c'est justement ce deuxième élément, c'est le territoire qui permet à l'État de prendre sa consistance. Au moins à ce qu'elle est concrétisée au moins sur la carte géographique. Donc on peut repérer facilement voilà donc un État sur une carte géographique. Il a cette consistance. On peut parler d'une consistance physique même. Sans cohabitation fixe sur un espace commun, un groupe social ne parvient pas à réaliser son unité. S'ils ne cohabitent pas sur le même territoire, donc ils ne sont pas. Par exemple, les nomades, c'est très difficile parce que les nomades forment un État parce qu'ils se déplacent beaucoup. Du coup, donc, ils n'ont pas ce territoire fixe et avec des frontières qui sont claires, qui sont déterminées.
la sécurité donc de ses membres ne dépend exactement, la sécurité des membres qui forment cet État dépend spécialement de territoire, des frontières, des limites des frontières que déterminées, c'est donc de cet État qui exige que soit délimiter la surface sur laquelle ils pourront s'établir donc à l'abri des contestations extérieures. C'est très difficile de savoir à partir de quel moment donc voilà les forces extérieures donc sont voilà, ont attaqué donc nos populations quand est-ce que lorsqu'ils dépassent nos frontières. À partir de ce moment-là, donc on a voilà donc peut-être droit donc de se défendre également voilà de contester ce genre de comportement des voisins. Alors donc ainsi donc c'est le territoire qui permet à l'État d'abord donc d'affirmer sa puissance. Ce qui est un territoire, on peut affirmer sa puissance, puis également d'assurer son indépendance vis-à-vis des autres. Sur le territoire, c'est très difficile donc d'affirmer la puissance. Et surtout, donc, l'affirmation de la puissance a un rapport avec les thèses de la géopolitique. Et chaque thèse, chaque approche et chaque, j'allais dire, donc, conception géopolitique, donc, fonde et justement, donc, recommande donc des bases sur lesquelles il faut fonder la puissance. Il y a certains, la géopolitique, certains anglaise, donc généralement ils fondent donc la puissance d'un État sur surtout donc la maîtrise des mers, des océans, d'accord. Donc c'est cette domination maritime qui donne de la puissance. Voilà donc une des thèses donc de la géopolitique qui insiste sur le fait que qui explique quand même l'importance du territoire pour affirmer la puissance d'un État. Et justement, donc, dans les frontières, plus les frontières sont bien définies, donc on assure notre dépendance par rapport à l'étranger. L'affirmation de la puissance précise le cadre de cette compétence et relève donc en effet de l'autorité de tous et nationaux en nom qui vivent sur un sol. Lorsque un État, donc, il a un territoire, donc il affirme son autorité, aussi bien sur tous les résidents, soit qu'ils sont étrangers ou qu'ils sont nationaux, donc normalement, il affirme cette puissance. Comme ça, donc, il assure également à travers les frontières, il assure donc qu'il pourra plus efficacement se défendre contre les attaques des autres. Maintenant, on va finir par une donnée d'ordre organisationnel, c'est la puissance publique. Protéger donc un territoire et également donc renforcer ses affinités donc demande quand même donc voilà un niveau d'organisation. C'est cet élément qui fait de l'État une association sans pareil. Donc il est différent des autres associations, la tribu donc et ainsi de suite, capable non seulement de commander à ses membres, mais encore de sanctionner légitimement les ordres par la force. Donc un État, à travers le gouvernement, peut également sanctionner comme ça, donc organiser et imposer l'autorité de l'État. Cela résulte donc d'un accord implicite de la population et d'une organisation particulière qui permet de prendre au nom de la collectivité des décisions obligatoires pour l'ensemble de ses membres et de les faire bien évidemment respecter. Donc c'est la puissance publique, c'est le gouvernement qui permet à un État justement donc d'imposer son autorité à travers donc un certain nombre de sanctions qui sont légitimement donc voilà acceptées par la population. Toujours dans le cadre du gouvernement, voilà donc donc déjà dit. Maintenant il s'agit justement donc de voilà de deux choses, d'un pouvoir général de la direction, également d'un pouvoir exclusif de coercition. Donc le gouvernement permet justement donc peut-être s'expliquer par d'abord donc comme étant un pouvoir général qui dirige, mais également un pouvoir exclusif qui est là pour sanctionner. Le premier lui donne vocation à dicter des règles de conduite, les lois, faire des lois, donc à prescrire toute mesure que nécessite la gestion des affaires de la communauté. Donc c'est à travers ce pouvoir général, donc un État peut édicter donc un certain nombre de règles, des mesures de conduite. Donc pourquoi? Pour justement donc assurer la gestion des affaires de la communauté d'une manière générale. Le deuxième, et grâce bien évidemment à ce pouvoir coercitif, on parvient
à imposer les décisions et les faire exécuter donc au besoin par la force. S'il n'y a pas ce pouvoir-là, toutes les décisions seront laissées à la discrétion de, voilà, de la communauté, de la population qu'on respecte. On peut les considérer comme étant un conseil. Un conseil n'a pas toujours la même force qu'une une règle de conduite ou bien une règle juridique. À noter que ce dernier élément, c'est celui qui forme le régime politique d'un État. Le gouvernement qui forme le régime politique comme étant un élément fondamental de le système politique. Et ainsi, donc, comme ça, on va finir par arrêter une typologie des systèmes politiques. En fait, il existe généralement deux grands types de systèmes politiques, soit que le système n'est pas démocratique, donc les systèmes politiques non démocratiques, sinon démocratiques. Au niveau des systèmes démocratiques, on va voir d'abord donc le système totalitaire, puis autoritaire, et dans le système démocratique, on va finir bien évidemment par distinguer entre plusieurs systèmes démocratiques, soit sous forme de présidentiel, monarque, donc et ainsi de suite. Ainsi, cette vidéo prend fin. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va revenir avec plus de détails sur les typologies des systèmes politiques. Merci pour vous.